Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue aux Assises du Travail. Merci à vous d'assister à cette matinée de table ronde pendant laquelle nous allons parler du rapport au travail, de la qualité de vie au travail et de l'évolution du dialogue social en entreprise. Trois grands thèmes que nous allons décliner avec de nombreux intervenants ce matin qui vont nous éclairer sur ces sujets, nous faire part de leurs expériences. Et puis, à l'issue de chaque table ronde, vous pourrez aussi les interroger si vous avez des questions. Vous y serez invité, vous pourrez simplement lever la main, on vous tendra le micro. C'est justement le principe de ces assises du travail qui ont été lancées en décembre par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, dans le cadre du Conseil national de la refondation. Objectif, replacer le travail au cœur du débat public alors que celui-ci a été bouleversé par la crise sanitaire. Au programme ce matin, donc, 3 tables rondes. La première, le travail en quête de sens, avec le retour d'expérience d'un dirigeant d'entreprise et d'une DRH. La deuxième, vers des conditions de travail plus agréables, avec le témoignage d'une inspectrice du travail et celui d'un dirigeant d'entreprise lyonnais. Et enfin, la troisième, quel avenir pour le dialogue social en France, avec l'analyse d'un sociologue, d'un expert du dialogue social et du président de l'Observatoire du dialogue social. Avant de commencer, je vais appeler à me rejoindre sur scène Régis Grimal, le directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui va nous présenter le principe de ces assises du travail. Bonjour, monsieur Grimal. Bonjour à tous. Donc Régis Grimal, directeur régional adjoint de la DRETS. Je suis très heureux et c'est avec beaucoup de plaisir que je participe et que nous nous retrouvons aujourd'hui pour cet événement des Assises du Travail. Ça a été dit, mais je le redis parce que ça me paraît important. Cet événement est dans la filiation à la fois du Conseil national de la refondation qui a été lancé le 8 septembre par le président de la République, 8 septembre 2022, et les Assises du Travail lancées le 8 décembre 2022 par le ministre du Travail, avec 3 thématiques que nous allons retrouver ce matin. Les rapports au travail, la santé, la qualité de vie au travail, le dialogue social et la démocratie au travail. Voilà, je suis chargé, donc j'ai le plaisir d'introduire cette journée. Je voudrais revenir sur deux points qui me paraissent importants, le principe et les objectifs et de cette journée et des assises du travail au plan national, et la méthode et les suites qui seront données à cet exercice. Sur la question du principe et des objectifs de ces assises, le sujet, c'est celui de mettre le travail en question et de le mettre en perspective, de nous poser des questions et de prendre un peu de recul sur ce qu'est le travail dans nos vies, quelle place le travail occupe dans nos vies, comment les uns et les autres nous vivons le travail, qui occupe une place importante pour chacun d'entre nous, et comment aussi souhaiterions-nous le voir évoluer. Qu'est-ce que nous souhaiterions que demain le travail soit et quelle forme nous souhaiterions qu'il puisse prendre. Derrière, on va se poser un certain nombre de questions sur la place du travail dans nos vies. Pourquoi ? Parce que effectivement, le travail représente une grande partie de notre temps et nous passons une grande partie de notre vie au travail. Parce que la qualité du travail et les conditions de travail de chacun et de chacune permettent soit d'enrichir et de compléter sa vie et sa qualité de vie, soit pour certains de vivre sous une forme de contrainte et parfois malheureusement de manière dramatique de perdre sa vie au travail. Également aujourd'hui dans le contexte social qu'on connaît, on voit bien que les débats actuels sur les questions de retraite aussi posent en filigrane la question du travail. Comment peut-on travailler plus longtemps dans de bonnes conditions en y prenant du plaisir et sans dégrader sa santé, y compris sa santé mentale ? Comment faire en sorte que le travail soit et reste intéressant pour chacun d'entre nous ? Donc un programme chargé. Un programme effectivement chargé. Le deuxième point, c'est celui de la méthode et des suites à cette journée, à cette séquence. La journée d'aujourd'hui a été conçue en demandant à un groupe de jeunes, et un certain nombre sont dans la pièce et je les en remercie, et à des DRH également, de réfléchir au sujet du travail et de partager leurs réflexions. Parlez bien fort dans le micro, monsieur Grimal. Oui. Merci. Ces travaux vont nourrir aujourd'hui des échanges sur la vision du travail pour préparer, pour anticiper ce que sera le travail demain, ce que nous voulons en faire et ce que vous, particulièrement les générations qui arrivent, voudraient et en feraient.
Ces travaux vont aussi nourrir et enrichir la réflexion au niveau national, la réflexion du ministre du Travail, pour prolonger et donner corps, par des mesures tant législatives que réglementaires, à cette ambition autour du travail et de ce qu'on souhaite en faire. Les échanges d'aujourd'hui entre les participants et les experts qui vont se succéder ici, dans le cadre de tables rondes, permettront d'instruire ces questions. Et j'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont accepté cette invitation pour partager leur expérience et réagir sur cette matière qui très certainement sera très riche. Je veux remercier particulièrement la Société d'enseignement professionnel du Rhône qui nous accueille aujourd'hui et qui met à disposition cette infrastructure et ces locaux. Merci beaucoup. Remercier également, évidemment, les jeunes et les missions locales de Lyon et de Villeurbanne qui ont participé et contribué à la richesse des travaux que nous allons découvrir et partager. Remercier la NDRH et l'ANACT Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été particulièrement mobilisés et ont répondu présents pour organiser et réussir cet événement. Remercier enfin la DETS du Rhône qui, avec le soutien de la DRETS que je représente ici, a aussi accompagné et permis la tenue de cette journée dans des délais extrêmement courts et contraints. Je ne serai pas plus long, et je nous souhaite à tous une journée riche et stimulante sur la question de la place du travail dans chacune de nos vies. Merci à tous. Merci, Monsieur Grimal. On peut l'applaudir. Et je vous propose de passer tout de suite donc, à la première table ronde sur la quête de sens au travail. Et pour cette table ronde, j'appelle à me rejoindre sur scène Samuel Cohen, le dirigeant de l'entreprise Sabeco, Peggy Rouil, représentante de l'ANDRH, l'association des DRH en France, et Dominique Vendrose, le directeur adjoint de la direction du travail. Bienvenue à vous trois sur cette scène des Assises du Travail. Je vous laisse prendre votre micro, boire un coup avant de commencer cette discussion si vous en avez envie. Alors, le travail en quête de sens, avec la crise sanitaire, on est nombreux à s'être interrogés sur le sens du travail, la place que celui-ci doit avoir dans nos vies, l'équilibre de la vie perso, la vie pro qu'on doit trouver. De nombreux salariés ont même quitté leur job pour vivre une autre vie afin de trouver plus de sens, savoir se sentir plus utile. Mais le phénomène n'est pas nouveau. Il a simplement pris de l'ampleur au fil du temps. Je dis ça parce que selon une étude de la Fondation Jean Jaurès réalisée fin 2022, la proportion de Français affirmant que la place du travail dans leur vie est très importante, elle s'est effondrée en 30 ans. Elle est passée de 60% en 1990 à seulement 24% en 2021. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Dominique Vendrose, je crois que vous avez quelques chiffres complémentaires à nous communiquer sur la place du travail dans nos vies. Merci, oui. Juste quelques chiffres pour en fait cadrer les trois tables rondes qui sont issues de différents sondages qui peuvent être effectués, enquêtes, études, etc. Donc les premiers chiffres sont issus de l'étude de la Fondation Jean Jaurès que vous venez de citer. Et je vais me centrer essentiellement sur la question de la satisfaction au travail, parce qu'on sait que c'est un thème qui revient régulièrement. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas satisfait de son travail ? Et je dois dire, enfin, les études, en tout cas, le montrent, hein, et ce ne sont pas simplement la dernière étude, mais toutes les études qu'on peut avoir sur les 4-5 dernières années, c'est que les Français restent majoritairement satisfaits de leur travail à 77%. C'est un indice qui est très 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 stable en fait dans le temps. D'ailleurs, c'est une caractéristique française, hein, la question de l'engagement dans le travail, la question de rechercher du sens, de la satisfaction, c'est très 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 pour le coup dans la culture française. Donc les Français aiment travailler. Ouais, plutôt. Voilà. On n'a pas toujours cette réputation internationale. On n'a pas cette réputation, etc. C'est important de le souligner. Les Français, quand on les interroge, placent très très haut, oui, 77%. Et leur satisfaction, elle est liée, elle est très peu corrélée à la question de l'âge, du sexe, de l'endroit où on travaille, du secteur, etc. C'est-à-dire que c'est pas des caractéristiques qui sont discriminantes en fait sur cette question-là. Ce qui compte beaucoup, en fait, c'est la question des missions qui sont confiées. On pourrait dire c'est ce que l'on fait. Voilà, c'est ça qui donne une satisfaction. La deuxième chose qui
qui conditionne cette satisfaction, c'est le degré d'autonomie. Je pense qu'on y reviendra après sur les questions du travail aujourd'hui, mais finalement, c'est comment on fait le travail. Est-ce qu'on a une certaine liberté pour faire son travail? Est-ce qu'on peut s'engager? Est-ce qu'on peut donner de soi? Il y a ensuite la question de l'intégration dans l'entreprise. On pourrait dire que c'est avec qui on fait le travail. Là, c'est la question des relations entre les personnes, c'est la relation avec la hiérarchie, c'est la relation avec la direction de l'entreprise. La question finalement de l'équipe est une question importante pour la satisfaction. Et puis enfin, un thème, je pense qu'on y reviendra pas mal, notamment dans la deuxième table ronde, c'est la question de l'équilibre vie perso, vie professionnelle, pardon, qui monte beaucoup. Et j'ai vu les contributions des jeunes là, qui nous ont fait remonter cette question en fait, de la place du travail dans la vie à un moment donné, mais aussi sur l'ensemble de la vie. Ça renvoie à la question du débat sur les retraites actuellement, hein, puisqu'on ne peut pas se contenter de regarder à un moment donné. Finalement, est un élément de satisfaction. Alors vous me direz, qu'est-ce qui fait que les Français sont insatisfaits? Ou qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait être moins satisfait? Quelles sont les causes? Alors la première des causes, c'est la rémunération. Alors, on peut dire aussi peut-être que, comme ce sondage est récent, c'est vrai qu'avec la hausse des prix qui est revenue très très fort depuis 18 mois, maintenant on le voit bien dans la question du dialogue social, c'est un sujet de négociation qui est monté très très fort et qui donne lieu à des conflits et qui pour le coup peut donner une insatisfaction en disant j'ai un travail intéressant, mais je trouve qu'il n'est pas assez payé par rapport à ce que je donne. Et donc, ça m'insatisfait. Le deuxième élément, qui est un élément extrêmement important, et mes collègues de l'ANACT ici ont beaucoup travaillé sur la question, c'est la question de la reconnaissance au travail, la reconnaissance des supérieurs, la reconnaissance de l'entreprise et même la reconnaissance de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans les débats, si vous écoutez, par exemple, des gens qui disent « on a été en première ligne pendant le Covid et aujourd'hui… » en fait, dans le débat sur les retraites, on a le sentiment de ne pas être reconnu. De pas être reconnu. Voilà. Et ça, c'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire la reconnaissance que l'on perçoit de ses pairs, mais aussi de la société. Les perspectives de carrière sont un élément sur lequel on peut être insatisfait et qui viennent effectivement sont un élément d'insatisfaction. Et puis enfin, le dernier élément sur les insatisfactions, alors là, c'est très récent, hein, ça date du Covid, c'est le télétravail. Alors c'est à la fois un élément de satisfaction pour ceux qui peuvent en bénéficier et c'est un sentiment très fort d'insatisfaction pour tous ceux qui ne peuvent pas en bénéficier parce que leur travail ne le permet pas ou parce qu'ils sont dans une relation de travail qui nécessite d'être présents. Et ça, on le voit monter très très fort. C'est un clivage qui n'existait pas il y a 2 ou 3 années passées. Et il y a même des clivages dans les entreprises tertiaires où le télétravail est facilité, où tout le monde n'est pas d'accord, voilà, oui. Même au sein des salariés. Tout à fait. Est-ce que vous me laissez encore 2 minutes ou pas? Allez-y, allez-y. Ouais, comme c'est vous le maître du temps. Sur les questions de conditions de travail proprement dites, j'axerai plutôt le sujet sur la durée du travail, en fait, puisque c'est un sujet qui a longtemps occupé, la question des conditions de travail, et c'est aussi un sujet important. En fait, aujourd'hui, la question de la durée du travail n'est plus un sujet forcément d'insatisfaction, même si la moyenne aujourd'hui de la durée du travail est 37h05 par semaine. Hein. En gros, quand on regarde ceux qui font 35, ceux qui font plus, etc., on est plutôt autour de 37h30. Mais par contre, ce qui progresse beaucoup, c'est les horaires atypiques, et notamment pour l'encadrement. C'est-à-dire que les horaires du soir, les horaires de nuit, les horaires de week-end, etc., c'est un élément nouveau, on va dire, dans la question de la durée du travail qui pèse en fait sur les conditions de travail. La charge de travail qui revient aussi souvent, hein, quand les salariés peuvent s'exprimer sur leurs conditions de travail. 25% des salariés l'estiment excessive. Mais ce n'est pas lié à la durée du travail. Donc du coup, ça veut dire qu'en fait, les salariés ont le sentiment que le travail, on pourrait dire, c'est intensifié. C'est-à-dire que pour la même durée du travail, on travaille plus. Voilà. Alors ça peut être lié aussi au développement de la messagerie, etc., qui fait que voilà, on fait des fois 2-3 choses à la fois. Et du coup, tout ça, ça donne de la pénibilité. Et là aussi, c'est un phénomène intéressant, c'est que la pénibilité qui autrefois est souvent vue sur la pénibilité physique, et c'est vrai, il y a tout un tas de travaux, de professions, etc., dans lesquels le corps est engagé.
54% des gens disent mon travail est pénible physiquement. Mais en fait, vous avez 62% des salariés qui disent mon travail est pénible psychologiquement. Donc ça aussi, c'est un élément nouveau qui montre que le travail change, que le travail évolue et que les questions de conditions de travail, du coup, évoluent très fortement. Et je terminerai juste, si vous voulez, par encore un dernier chiffre sur le dialogue social qu'on verra à la fin. Vous avez à peu près 10% des salariés qui déclarent adhérer à une organisation syndicale. Et le chiffre est en baisse de 0,9 points sur 6 ans. Donc on est plutôt en décroissance, on va dire, par rapport aux années d'après-guerre, là où on avait des taux de syndicalisation qui étaient extrêmement forts. On est plutôt sur des baisses continues. La question du dialogue social est souvent vue sous l'angle des grèves ou des manifestations, comme actuellement, des grosses manifestations, ou des grèves qu'on voit de plus en plus se multiplier liées aux négociations, notamment sur la rémunération. Mais en fait, quand on regarde, si vous voulez, le pourcentage d'entreprises de plus de 10 salariés qui ont fait grève au cours de l'année, on est à 1,6%. Donc, si vous voulez, c'est important d'avoir ces chiffres parce que si vous voulez, vous avez un décalage entre l'image qui est donnée du dialogue social, qui est l'image du conflit. C'est ce qui est le plus facile à filmer, j'allais dire, excusez-moi, pour les gens de la communication. Mais en fait, le dialogue social, pour l'essentiel, ça se passe autour d'une table, et à chercher des compromis. Voilà. Alors, avant de faire intervenir l'un des groupes de travail, Dominique Vendreau, je vous propose qu'on écoute le témoignage de Samuel Cohen, le dirigeant de Sabeco, qui est une entreprise notamment de plomberie, qui est implantée dans la métropole de Lyon. Alors, vous êtes un peu un précurseur dans cette trajectoire qu'on voit aujourd'hui de personnes qui quittent leur travail pour prendre un virage à 180 degrés. Parce qu'au début, votre carrière, elle était toute tracée, prépa HEC, diplômé de l'ESSEC, des débuts chez Lehman Brothers à Londres, puis Barclays. On est autour de 2010. Et là, finalement, vous plaquez tout, vous partez voyager, vous partez pour la Turquie pour faire notamment de l'humanitaire, si je ne dis pas de bêtises. Du développement. Du développement. Et c'est un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qui vous a animé à ce moment-là et pourquoi autour de 2010, déjà bien avant tous ces débats qu'on a là aujourd'hui? Alors, moi, je n'arrivais pas à concevoir le travail comme quelque chose de purement alimentaire. C'est-à-dire que, bien entendu, ça permet de gagner sa vie et c'est quelque chose de très important. Mais derrière, on y passe tellement de temps que si ça n'apporte pas de l'épanouissement et si ce n'est pas un vecteur d'amélioration personnelle, je ne voulais pas continuer dans cette voie-là. Donc, effectivement, dans la finance, on peut gagner beaucoup. Mais je ne retrouvais pas ce que je cherchais. Donc vous aviez le salaire, mais pas la reconnaissance ou l'épanouissement au travail. Voilà, pas la dynamique d'évolution personnelle que je cherchais. Alors après, je dirais pas que c'est un virage à 182 degrés, parce que moi, ma reconversion, je l'ai faite en 2 temps. C'est plutôt un virage, je dirais, à 90 degrés, parce que je suis resté dans le salariat en allant en Turquie pour l'Agence française de développement. Je suis resté dans une grosse organisation. Donc j'ai eu besoin dans un premier temps de garder des éléments de stabilité, des choses que je connaissais. Je n'ai pas sauté dans le vide du jour au lendemain. Et après, c'est dans un deuxième temps où j'ai quitté aussi ce monde-là, ce travail-là, pour me reconvertir dans la plomberie. J'avais un frère qui était plombier de métier. Donc je suis rentré à Lyon, j'ai passé un CAP. Et à ce moment-là, j'ai créé mon entreprise. Donc c'est une reconversion qui s'est faite en 2 temps. Et c'est vrai que souvent, on voit pas les choses comme ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'on tourne une page et tout change du jour au lendemain. Mais on peut aussi faire des reconversions par palier. Donc là, prépa HEC, CAP plomberie, c'est pas courant, d'autant moins il y a 10-12 ans. Alors, quand vous étiez en Turquie, je disais sur le développement, vous n'étiez pas forcément encore tout à fait épanoui. Et là, vous créez l'entreprise de plomberie sur la commune de Dessines, Sabeco, pour Samuel Benjamin Cohen. Samuel, c'est vous, Benjamin, c'est votre frère, vous l'avez dit, qui est plombier. Et alors, vous avez une vision entrepreneuriale qui est assez, qui dénote dans le milieu. Comment vous avez voulu réinventer ce métier, réinventer un petit peu l'artisanat, comme on le fait aujourd'hui? Il y a 10 ans, la plomberie, comme beaucoup de métiers du bâtiment, c'était un métier encore très poussiéreux, où il n'y avait aucune méthode de management, où il y avait très peu d'organisation, où on considérait un peu le personnel comme des bras, mais sans vraiment plus se poser la question de où est-ce qu'on veut les amener.
Et en même temps, on voyait apparaître une crise des compétences. Donc de plus en plus de difficultés à recruter. Nous, dès le départ, on a compris que si on ne s'impliquait pas véritablement dans la formation, on n'arriverait pas à se développer. Parce que aujourd'hui, trouver des plombiers qualifiés, c'est difficile, comme pour tout un tas de métiers. Le seul moyen de recruter, c'est de les débaucher chez les confrères, ce qui a ses limites. Donc on s'est dit, eh ben, on va former des plombiers dans notre entreprise. Ça, c'était déjà il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment un pilier de notre fonctionnement parce qu'on a créé notre propre organisme de formation. Donc une académie. Une académie, voilà, qui est labellisée Calliope. Et on fait passer le CAP installateur thermique et le CAP installateur sanitaire. Et ça, alors, comment c'est perçu par vos collaborateurs ? Alors, les collaborateurs, je dirais, ils sont contents de voir qu'il y a une émulation, qu'il y a de la jeunesse, qu'on ne leur demande pas simplement de faire de la plomberie, mais aussi d'accompagner des jeunes dans l'apprentissage du métier, parce qu'on est sur un métier qui a toujours fonctionné par le compagnonnage. Donc, les plombiers d'aujourd'hui, c'est des gens qui ont été formés hier par des anciens. Et qui ont aussi voilà, cette fibre et cette envie de transmettre. Mais d'un autre côté, ils font déjà un travail qui est le métier de plombier, qui est prenant toute la journée, et on leur demande en plus d'être formateurs, d'être accompagnants. Et même avec beaucoup de volontarisme, il y a parfois besoin que nous, on les accompagne pour évoluer sur cette posture-là. Et est-ce que cet aspect formation, ça répond à la quête de sens de nombreux salariés ? Je pense que ça y répond. Alors, la quête de sens, elle est propre à chacun et il n'y a pas de méthode toute faite pour dire bah voilà, je vais apporter du sens à ta vie. Mais notre vision, c'est de dire si vous cherchez du sens, vous en trouverez dans notre entreprise. Et on ne trouvera pas forcément tous le même, mais vous en trouverez dans notre entreprise. Très concrètement, il y en a qui vont trouver du sens dans le fait d'être au service de nos clients. Je dis n'importe quoi, une personne qui n'a plus d'eau chaude et chez qui on va pour la dépanner, c'est quelque chose qui a du Pour le coup, sens. c'est très concret. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont plutôt le retrouver dans il y a un migrant qui est arrivé du Mali il y a 6 mois, qui se retrouve en apprentissage dans notre entreprise et qui ne connaît pas ni le métier ni la société. Et moi, je suis son formateur et je l'accompagne dans son intégration professionnelle, mais sociale aussi. Donc ça a du sens. Mais je dirais, il n'y a pas un sens tout près pour tout le monde. Et c'est important de comprendre ça, c'est qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui attendent de l'entreprise qu'elle leur donne le sens de leur travail. Mais moi, je pense plutôt, de ce que j'observe, que c'est à chacun de trouver le sens qu'il ou elle y met dans l'entreprise. Voire d'inverser, que ce soit les collaborateurs. Voilà, c'est à chacun de se poser la question. Si l'entreprise arrive avec une recette toute cuite et vous dit voilà le sens de ton travail chez nous, moi, je doute vraiment de la pertinence de cette approche-là. Je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions si on compte sur l'entreprise pour nous formuler la chose. Alors, il y a beaucoup de salariés, parfois, je rebondis sur ce que vous dites, qui aiment bien avoir ce cadre, parfois plus ou moins réglementaire dans le travail, qui leur donne un peu de sens. Mais je rebondis sur ce que vous disiez pour introduire Peggy Will, donc, qui est représentante de l'ANDRH, l'Association nationale des DRH de France. Samuel Cohen disait qu'il n'avait pas fait sa reconversion tout de suite du jour au lendemain, qu'il avait eu besoin un peu de ce cadre aussi du salariat pour évoluer. C'est une question sur laquelle que vous connaissez bien, Peggy Will, puisque vous voyez, vous aussi, des études, je pense à une étude de l'APEC notamment, où on voit que la jeune génération aimerait bien avoir un petit peu les deux, les avantages du salariat et les avantages de l'indépendance. Effectivement, ce qu'on note, c'est que le CDI reste quand même une valeur sûre parce qu'elle est sécurisante. Effectivement, lorsque vous êtes en CDI, contrat à durée indéterminée, vous avez tout un ensemble d'avantages qui, la sécurité, non pas d'emploi, mais effectivement des aides par rapport au chômage, à la sécurité sociale,
des choses de ce type-là. Et puis, il y a le fait aussi d'avoir besoin d'une grande flexibilité au niveau du rythme de travail, de l'organisation du travail, ce qu'un contrat à durée indéterminée ne peut pas toujours permettre. Parce que quand vous êtes dans l'entreprise, vous avez effectivement des règlements intérieurs, des horaires à respecter. Et donc, en fait, on voit poindre une envie d'être en freelance, mais en bénéficiant d'un CDI. Et ça, un peu le meilleur des deux mondes. Un petit peu, oui. Alors justement, à la NDRH, vous avez publié une étude qui s'appelle « Repenser l'organisation du travail ». Et tous les DRH qui ont été sondés dans le cadre de cette étude, ils sont unanimes. L'organisation du travail a été complètement bouleversée depuis la crise sanitaire. Justement, comment les professionnels des ressources humaines doivent s'adapter aujourd'hui pour répondre aux nouvelles attentes, notamment de la jeune génération ? Alors, ce sont les professionnels des ressources humaines, mais finalement, on a entendu des dirigeants parler effectivement de cette organisation du travail qui doit être revue. On a parlé du système de freelance. L'organisation du travail, c'est certes le télétravail, mais comme ça a été souligné, tous les postes ne permettent pas de le faire. Toutes les entreprises, en fonction de leur secteur d'activité, ne le permettent pas. Mais ça peut être revoir un rythme de travail, revoir des horaires de travail. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais de règlements intérieurs qui cadrent des horaires de travail. On vous demande d'arriver à 9h, de partir pas avant 17h ou 18h. Peut-être que demain, on va devoir envisager des tranches horaires d'arrivée, parce que certains collaborateurs sont plus matinaux que d'autres. Donc, avoir la possibilité d'arriver à 10h et de travailler plus tard, c'est aussi une façon de répondre à ces nouvelles organisations de travail. Effectivement, travailler peut-être plus tard aussi la nuit pour certains collaborateurs, travailler aussi le week-end. En fait, vous avez un rapport au travail qui change et l'envie de la majorité quand même des personnes des nouvelles générations de travailler un petit peu quand elles le souhaitent. Et ça aussi, ça fait partie de nos enjeux que d'accompagner ça, avec toute la difficulté que ça représente aussi. Plus de souplesse, plus d'autonomie, plus de confiance. Alors l'autonomie, effectivement, ça a été dit. Le télétravail, lorsque les entreprises ne mettent pas en place le télétravail, c'est pas toujours un problème de confiance, hein. Je préfère qu'on insiste là-dessus. C'est pas parce que le manager manque de confiance ou la direction manque de confiance dans le collaborateur. C'est que des secteurs d'activité ne s'y prêtent pas. Le secteur industriel, effectivement, vous avez des personnes qui sont sur des lignes de production, ne pourront pas faire du télétravail. Et voilà, par équité, les fonctions support, on évite de les amener à du télétravail. Donc c'est pas un problème de confiance, mais c'est des modèles qui doivent s'adapter en fonction des secteurs d'activité. Ça, c'est important de prendre en considération. Alors, Dominique Vendross, dans ses chiffres, avait exposé que la rémunération était quand même toujours le critère prépondérant. Pourtant, on voit toujours dans cette même étude que le travailler plus pour gagner plus, pour reprendre le slogan d'un certain Nicolas Sarkozy, il fait moins recette aujourd'hui. Je m'appuie sur un chiffre. En 2008, 60% des salariés voulaient travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, donc à fin 2022, 60% des salariés préfèrent gagner moins pour avoir plus de temps libre. Si le salaire est plus aussi déterminant qu'avant, même s'il l'est toujours, comment est-ce qu'un DRH, est-ce qu'un professionnel des ressources humaines et un dirigeant par conséquent doit s'adapter dans la séduction des candidats à recruter pour résoudre cette équation ? Alors c'est quand même un paradoxe parce qu'effectivement, la rémunération ne devient pas le premier facteur. Néanmoins, quand vous faites des annonces de recrutement, on vous demande de faire apparaître le salaire. Donc là, il y a une petite dichotomie. En fait, on se rend compte aussi que dans les processus de recrutement et les entretiens de recrutement, les choses qui changent, c'est que avant, vous aviez une répartition de temps de parole de 1/3, peut-être 2/3. 1/3 recruteur, 2/3 candidat. Maintenant, les recruteurs, ils doivent marketer l'entreprise. Marketer ce que fait l'entreprise, la mission de l'entreprise au sein de la société, tout son impact environnemental, et puis marketer les avantages que l'entreprise va apporter, que ce soit des avantages financiers en termes de salaire, quoi qu'on en dise, mutuel, temps de travail, télétravail éventuellement, et puis marketer aussi tout ce qu'elle va apporter de façon un petit peu moins directe. La formation, c'est un vrai levier, c'est une vraie attente de la part des candidats que de savoir c'est quoi le plan de formation dont je vais bénéficier, comment je vais évoluer au sein de l'entreprise, c'est quoi mon parcours
effectivement d'évolution, de mobilité, et puis, on l'a souligné, l'autonomie. En quoi je suis partie prenante dans la mission de l'entreprise, dans la vie de l'entreprise, c'est quoi mon pouvoir de décision, c'est quoi ma marge de manœuvre. Et ça, effectivement, ce sont des données qui sont importantes. Et donc, le recruteur doit promouvoir ça, doit vendre et parler effectivement de tous ces éléments en entretien. Alors, la question du télétravail, elle revient souvent dès qu'on parle de quête de sens au travail. Mais dans une entreprise comme Sabeco, qui est une entreprise de plomberie, le télétravail, ça paraît compliqué. Est-ce que vos salariés, comment vos salariés qui ont un profil d'artisan, ils réagissent par rapport à ces débats du télétravail ? Alors moi j'ai une expérience qui est un peu différente sur le sujet parce que je me rappelle pendant le premier confinement en mars 2020, j'ai des collaborateurs qui m'appelaient, donc l'entreprise était fermée pendant plusieurs semaines, j'ai des collaborateurs qui m'appelaient et qui me disaient quand est-ce qu'on ouvre, moi j'en peux plus d'être à la maison, faut que je bosse, faut que j'aille sur les chantiers. Donc je sais pas, on fait partie d'un secteur où les gens ne voient pas d'un mauvais œil le fait d'être actifs physiquement, où ils ont besoin de bouger, et ça c'est beau à voir. Donc au contraire, les laisser devant un ordi toute la journée, ça les fait pas rêver. Pas trop. Pour poursuivre sur Sabeco, il y a quelque chose qui est intéressant. Pour finalement créer de l'engagement avec vos collaborateurs, vous vous êtes pas limité à la formation. Vous avez aussi créé d'autres moments finalement pour fédérer les collaborateurs. Et ça, c'est assez rare dans une entreprise artisanale, puisque vous avez initié des soirées théâtre. Comment ça se passe ? C'est quoi ces soirées théâtre ? Alors, c'est une longue histoire, mais on s'est rendu compte qu'en formant autant de personnes, on abordait souvent que l'aspect savoir-faire, parce qu'on est sur un métier où voilà, il faut être capable de remplacer une chaudière, de faire une soudure étanche, etc. Donc le savoir-faire, c'est le cœur de notre métier et c'est vraiment quelque chose qui doit être appris par les jeunes. Cela dit, il y a aussi tout un tas de compétences qui relèvent du savoir-être, qui relèvent de ce qu'on appelle les soft skills, qui sont malheureusement pas toujours apprises ou pas toujours acquises par les jeunes. Donc on s'est dit qu'un plombier qui sait faire une soudure étanche mais qui ne sait pas communiquer avec le client, ça ne fonctionne pas. Un plombier qui sait remplacer une chaudière mais qui ne sait pas s'intégrer dans une équipe dans l'entreprise, ça ne marche pas non plus. Donc on a commencé à imaginer des formations complémentaires aux formations de savoir-faire dans lesquelles on leur apprenait à adopter une posture, à s'exprimer, à s'organiser et à travailler voilà, sur plutôt des choses qui relèvent de la sphère du personnel et du comportement. Et d'où en fait les ateliers de théâtre. Donc on a mis en place avec 2 comédiennes professionnelles toutes les semaines des ateliers de théâtre en direction, pour nos apprentis, où ils ont appris à prendre conscience de l'image qu'ils renvoyaient en interne ou vis-à-vis du client. Et on a eu des jeunes qui ont eu des prises de conscience très très fortes, qui ont dit mais en fait je me rends compte que j'inspire pas confiance et que si moi j'étais le client, je m'autoriserais pas de rentrer dans l'appartement, quoi. C'est des choses qu'on apprend plutôt en école de commerce pour le coup, habituellement. Peut-être, mais c'est des choses en fait qui demandent qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une envie de prendre un peu de recul sur soi-même et d'écouter un petit peu ce qui se dit par des observateurs extérieurs. Donc c'est un travail vraiment de groupe et d'équipe. Et ce travail-là que vous avez effectué, les retours de la part de vos salariés, est-ce que dans leur épanouissement professionnel, ça les a aidés, ça les a portés ? Alors, il y a eu la première phase où ils nous ont dit « mais moi, je suis pas plombier, je suis plombier, je suis pas acteur, ou le théâtre, ça m'intéresse pas ». Et il y a eu une deuxième phase où ces mêmes personnes ont dit « en fait, j'ai pris conscience d'énormément de choses, c'est un bol d'air, c'est un moment où je respire dans ma semaine et où je suis dans autre chose que le faire ». Et les retours sont très positifs. Et effectivement, quand vous parliez de soirée théâtre, en fait, on s'est fixé le challenge l'année dernière, en 2022, de monter une pièce de théâtre avec nos apprentis.
qu'on a joué en juin 2022 à Dessines, au toboggan, donc c'est quand même une salle de 600 places, dans laquelle on a nos jeunes qui ont vraiment joué, qui ont écrit la pièce et qui l'ont joué, et qui se sont prouvés, qui ont prouvé et qui se sont prouvés qu'ils étaient capables de monter sur scène, de faire rire les gens et de nous faire passer une soirée inoubliable. Et la conclusion de cette soirée, c'était de montrer que si on arrive en tant qu'entreprise de plomberie à prendre des jeunes de 18 ans, dont certains n'étaient pas en France il y a même un an, si on arrive ces gens-là à les faire monter sur scène et à réaliser cette performance, c'est que n'importe quelle entreprise qui a des difficultés de recrutement est capable de prendre des profils qui n'ont pas les compétences et de les former à leur métier, en fait. C'était vraiment ça le message. Et aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que maintenant dirigeant et en tant qu'entrepreneur, après avoir quitté votre ancienne vie dans la finance, est-ce que vous, à titre personnel, au regard de ce que vous avez réussi à créer avec Sabeco, vous avez le sentiment d'être plus épanoui? Je vais dire oui, mais faut aimer aussi l'adversité, la difficulté. Je ne vais pas vous raconter que tout est facile, que tout est rose. J'aurais eu moins de problèmes, je dirais, dans une vie de salarié. J'aurais eu ma vie de travail d'un côté, mon temps libre de l'autre. Là, tout est mélangé. Mais oui, je regrette absolument pas mon choix parce que c'est comme ça que je me réalise. Peggy Wilch, je vous laisse réagir aussi sur un sujet qu'on n'a pas évoqué. On a beaucoup parlé de la jeune génération, on a beaucoup parlé des salariés, des employés, mais on n'a pas beaucoup parlé de la quête de sens des cadres et du personnel qui manage. Je cite une étude de l'IFOP où 86% des salariés se disent satisfaits de leur relation avec leurs collègues, 70% avec leur manager et seulement 50% avec leur direction générale. Est-ce que les évolutions de l'organisation du travail, elles passent pas aussi par le fait de donner plus de sens au travail des équipes de management et des équipes dirigeantes? Effectivement, c'est primordial. Récemment, j'ai vu une vidéo d'un psychiatre qui est spécialisé dans le burn-out et qui effectivement a expliqué qu'il y a 100 ans, le burn-out n'existait pas tel qu'on peut actuellement en parler parce que lorsque vous aviez des tronçons de bois à couper, à la fin de la journée, vous voyez votre tas de bois. Vous alliez semer vos semis, effectivement, vous voyez finalement la réalité de votre travail. C'est ce que Samuel expliquait. Il y a une fuite, et je la résorbe. À un certain niveau de poste, des cadres effectivement de certains secteurs et puis des managers, on a l'activité qui est plus intellectuelle. C'est du service, c'est une forme de digitalisation finalement. Et donc c'est difficile de trouver du sens quand vous ne voyez pas le côté concret de votre réalisation. Donc effectivement, avoir du sens ou prendre du sens dans son travail, ça passe par des données individuelles. C'est ce qui était aussi expliqué. Tous les managers n'ont pas le même sens, tous les collaborateurs n'ont pas besoin de même sens, mais c'est intéressant et important à la fin d'une journée de peut-être se poser et dire voilà ce que j'ai fait. J'ai reçu un collaborateur avec lequel j'ai échangé sur son parcours de formation, sur son parcours de mobilité. On a échangé sur son activité professionnelle et sa charge de travail. On a repriorisé. Des réussites de ce type-là, ça permet effectivement de se dire j'ai peut-être rien amené de concret, j'ai peut-être pas produit du pain, mais c'est une action qui effectivement, en ma qualité de manager, est importante parce que j'ai été au service de mon équipe. Et ça, effectivement, c'est ramener chacun sur des réalisations de ce type-là. Et puis moi, de mon point de vue, il y a aussi le degré d'autonomie, encore une fois. Quand on est manager, on a besoin d'avoir une autonomie suffisante pour gérer ses missions, gérer ses postes, être force de proposition, et puis pouvoir aussi acter des décisions. Si on enlève ça à un manager, il peut effectivement se sentir un petit peu plus enfermé, un petit peu plus bridé sur son poste. Donc c'est important de prendre ça en compte. Et le dernier élément que je rajouterai, c'est donner du sens et effectivement aussi expliquer la finalité d'une mission. C'est-à-dire, je te demande de remplir du fichier Excel ou je te demande de travailler sur tel projet. Ok, mais ça s'inscrit en fait dans quel objectif ?
Et plus effectivement on est dans cette démarche de je te donne une consigne et ça s'inscrit dans quelque chose de global, plus effectivement ce sens on le donne parce qu'il y a une finalité à l'action que je vais engager. Avant de passer aux questions du public, je rappelle juste, j'ai oublié de le préciser sur Sabeco, donc, qui a été créé en 2015, et aujourd'hui, vous réalisez plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, et vous avez plus de 120 collaborateurs, donc une belle réussite. Dominique Vendrose, je crois qu'on a quelqu'un de la mission locale de Lyon qui peut intervenir et nous parler du travail qui a été fait sur le terrain dans le cadre de ces assises du travail, sur la thématique de la quête de sens. Où est la personne de la mission locale de Lyon? Elle est là-haut. Chloé si Dumoulin, c'est ça, je crois. Donc rappelez-nous peut-être, Dominique Vendrose, le principe des missions locales, qu'est-ce qu'elles ont... Voilà, ce qu'on avait demandé donc aux missions locales qui étaient volontaires, ainsi qu'à la SEPR qui nous accueille aujourd'hui, de bien vouloir faire réfléchir les jeunes qu'elles accompagnent ou qu'elles forment autour finalement de deux questions, c'est-à-dire quelle est la place aujourd'hui du travail, comment vous voyez le travail aujourd'hui et comment vous aimeriez qu'il soit, voilà, à quel type de conditions de travail et comment vous vivez, vous souhaiteriez votre participation donc dans l'entreprise en termes notamment de dialogue social. Voilà. Et donc des groupes ont travaillé, ont produit d'ailleurs un document qui sera annexé à la restitution qu'on fera donc à notre ministère, et on remercie vraiment les accompagnants qui les ont guidés dans ce travail. Bonjour, vous êtes donc Chloé Dumoulin, c'est ça? Tout à fait. Et donc vous êtes de la mission locale de Lyon. Expliquez-nous un petit peu donc, le travail qui a été fait sur le terrain et ce qu'il en est ressorti. Alors, donc oui, en effet, donc on a mobilisé, donc il y a 27 jeunes qui sont mobilisés sur 3 temps de travail. Donc merci à eux d'ailleurs parce que beaucoup sont présents aujourd'hui. Ils étaient ravis de se mobiliser sur ces thématiques-là. Très contents d'être entendus, d'avoir un espace de parole. Donc effectivement, donc sur la question de la quête de sens au travail, en fait, quand on les a questionnés sur ce que ça représentait très concrètement le travail pour eux, c'est vrai que la première et la principale réponse qu'on a eue, c'était le fait que c'était un moyen de subsister finalement, principalement, et que effectivement, donc il y avait le travail prend une place qui est prépondérante dans notre société aujourd'hui. Mais que, quelque part, il y avait quand même l'envie que ça passe après la vie personnelle, qu'il ne fallait pas que ça prenne, en tout cas, trop de place sur la vie. Et du coup, donc, ce qu'ils ont beaucoup noté aussi, c'est qu'ils étaient plus enclins à s'investir, je parle sous leur couvert, quand il s'agissait de métiers qui les passionnaient, en tout cas, qui avaient vraiment du sens pour eux. Mais donc pour ça, ce qu'ils ont beaucoup souligné, c'était que parfois, certains des secteurs qui pouvaient être plus en lien avec leurs appétences, c'était parfois plus difficile d'accès aussi bien parce que le coût des formations peut être élevé, parce que parfois il y a aussi des difficultés d'accès aux métiers, notamment au niveau des recrutements, où ils ont peur d'avoir une porte fermée face à eux. Donc, ils ont beaucoup noté le besoin parfois de développer peut-être les recrutements sans CV, peut-être des recrutements à l'aveugle avec un lien qui soit facilité avec les recruteurs. Également, donc, dans la question du sens au travail, il y avait la question de la reconnaissance, donc, qui a déjà été abordée, un gros besoin de reconnaissance, de lien avec les collègues, en fait. C'est-à-dire que la communication et toute la question du groupe, enfin du collectif dans l'entreprise, elle était très importante. Donc le fait de favoriser des espaces d'échange, de pouvoir vraiment avoir des espaces de parole qui soient plus écoutés et plus partie prenante en fait concernant les décisions de la structure, c'était vraiment important. Et concernant la répartition des temps de travail, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées, donc notamment l'idée des 4 jours par semaine, qui est pas mal d'actualité en ce moment. Les congés menstruels, c'est pareil, c'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Le fait éventuellement de fonctionner à la tâche, plutôt que, comme un petit peu sur un forfait cadre, plutôt que sur 35 heures ou un volume horaire défini. Donc vraiment réaliser les tâches, peut-être pour être parfois plus efficace. Je rebondis sur ce que vous dites, Peggy Will, ça, l'idée de travailler au forfait tâche, comme disait Chloé Dumoulin, c'est possible quand on n'est pas cadre? C'est plus compliqué.
Effectivement, mais ce qui ressort en fait de tout ça, c'est qu'effectivement, le code du travail et les règles telles qu'on les connaît actuellement vont peut-être devoir être revues, retravaillées, parce qu'effectivement, au regard des demandes et de la nécessité de flexibiliser le travail, on va devoir flexibiliser aussi les règles qui régissent la vie dans l'entreprise. Donc, j'avais pas entendu ce point, mais c'est une idée qui demanderait à être creusée. D'autres grandes idées qui sont remontées à la mission locale de Lyon? Beaucoup, c'était Ouais. riche. Ça fusait, donc c'est difficile de recenser C'est un travail tout que ça. vous avez mené pendant combien de temps? Alors, on a proposé aux jeunes 3 temps de travail d'à peu près 3 heures, qu'ensuite, du coup, les idées ont fusé, ils sont pleins d'idées. Donc, on a essayé de recenser, de condenser tout ça au mieux pour porter leur voix au maximum. Après, effectivement, donc il y avait une autre. Je ne sais pas si on est encore sur. Peut-être que c'est des thématiques qui seront abordées après. On va aborder le dialogue social en troisième table ronde j'ai un trou. Merci, les conditions de travail en deuxième table ronde. Voilà. Bon, du coup, On y reviendra peut-être tout à l'heure. pas Est-ce que m'avoir- dans le public, il y aurait des questions? Si vous souhaitez vous adresser aux intervenants sur scène, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et à poser vos questions. Non, personne. Ouais, si je peux me permettre, le temps que des questions émergent, effectivement, on a parlé des processus de recrutement. J'entends ce point et c'est vrai qu'on a un travail à engager. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a eu une évolution très rapide là, des attentes, des nouvelles attentes par rapport au travail. Et les entreprises, effectivement, on suit un petit peu moins vite les réponses qu'on peut apporter. Les processus de recrutement doivent changer et les attentes aussi des recruteurs, des managers, des dirigeants doivent évoluer parce que les parcours linéaires, ça n'existe pas. On parle beaucoup d'envie, beaucoup d'émotions. Et finalement, un collaborateur qui a envie de faire le métier, c'est plus facile de le développer et de lui permettre d'acquérir des compétences qu'un collaborateur qui a certes le diplôme et qui a un petit peu moins de niaque. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, avoir des grilles de lecture qui se basent juste sur le CV, sur le parcours de formation et sur les expériences, c'est peut-être plus le sens de l'histoire. Et ça ouvrirait, excusez-moi, l'opportunité d'avoir des profils beaucoup plus variés, des jeunes sans diplôme ou des diplômes qui ne correspondent pas à la formation adéquate, des seniors aussi, effectivement, qui ont du mal parfois à retrouver un poste. Ça offrirait en fait à l'ensemble des collaborateurs ou des candidats ou des personnes qui vivent dans la société de trouver leur place aussi dans les sociétés. Est-ce que les entreprises et les dirigeants sont prêts à évoluer dans ce sens-là? Je pense notamment dans les grands groupes. Il y a une prise de conscience, il y a une réalité qui nous amène à actionner des choses. Après, c'est vrai que c'est plus facile pour un manager, pour un dirigeant d'avoir un profil qui a déjà, on va se le dire, 4 ou 5 ans d'expérience parce qu'il va être super vite opérationnel. En plus, il connaît le métier, il connaît la culture. Donc, voilà, c'est ce que j'expliquais en préambule. Les changements vont plus vite que l'entreprise n'accompagne. Mais il y a effectivement cette tendance de l'entreprise que de répondre aux attentes des collaborateurs, des candidats. Un dernier mot de Dominique Vendrosse. J'aimerais bien entendre Samuel Cohen sur comment il recrute. Oui, non, le recrutement pour chez nous, c'est vraiment de regarder la personne qu'on a en face. Le CV, je dis pas que c'est inutile, c'est important aussi de savoir d'où elle vient et de comprendre un petit peu ce qui fait qu'elle est là. Mais par contre, sans préjugés il faut forcément qu'elle vienne de notre métier, de notre secteur, parce qu'on se rend compte que les personnes qui réussissent le mieux, c'est souvent des gens qui sont allés chercher des compétences ailleurs, qui ont du vécu ailleurs et qui à un moment vont le mettre à disposition de notre entreprise. Et si je peux rajouter quelque chose, ouais. Je pense qu'il y a un sujet. On est dans une société où on consomme, où on est des consommateurs. Je ne sais pas si vous avez vu les publicités dans la rue pour adopte un mec. En gros, c'est un caddie et on met un homme dans le caddie. Donc on est dans cette ère-là.
Le travail a tendance aussi à être quelque chose de consommé par les gens. C'est-à-dire que les collaborateurs sont de plus en plus des consommateurs de travail. Et moi, donc je vois beaucoup de jeunes là dans l'Assemblée, donc je vous encourage à aller au-delà de cette posture-là. Parce que quand on est consommateur, il y a forcément un moment où on va se lasser de ce qu'on consomme. Si on mange tous les jours au McDo, ben, au bout de quelques temps, ça nous lassera. Si on consomme notre travail, au bout de quelques temps, ça nous lassera aussi. Et on va enchaîner une autre expérience qui va nous lasser aussi, et ça n'en terminera pas. Je pense qu'il faut vraiment être acteur plutôt que consommateur du travail, voir ce qu'on en retire de ce travail, mais ce qu'on peut y apporter aussi. Et c'est souvent en donnant qu'on reçoit, et en s'impliquant qu'on a les fruits et les résultats de notre implication, donc de l'évolution, donc des tâches plus intéressantes. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. Et ben, ce sera le mot de la fin, puisqu'on va parler dans un deuxième temps des conditions de travail, vers des conditions de travail plus agréables. Merci Peggy Ruil, merci Samuel Cohen et merci Chloé Dumoulin. Dominique Vendroz, on vous retrouve dans un instant.